Putain, mais putain, qu'est-ce que t'es en train de bricoler toi encore? Bah je monte le nouveau décor, tu sais, je t'en ai parlé hier. Tu en as parlé hier? Carrément pas, j'étais pas là hier. Si, mais en fait, c'est bon, je me rappelle parfaitement. En fait, je te l'ai dit, mais t'étais déjà parti en fait. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, tu vas manger tout ce merdier là que t'as foutu. Moi je reviens dans 1 heure, tout doit être nickel. C'est compris? Oui, capitaine. Mais du coup, je me pose la question, est-ce que je dois aussi enlever le nouveau générique? Le nouveau quoi? Le Scanner Darkly est un long métrage de science-fiction américain réalisé par Richard Linklater, cinéaste connu pour des films tels que Tape, Waking Life ou encore ceux de la trilogie des Before, étalés sur toute sa carrière. Plus récemment, on l'a retrouvé sur une œuvre d'envergure dont vous avez très certainement entendu parler, Boyhood, et dont le récit a été filmé sur 12 ans avec les mêmes acteurs du début jusqu'à la fin, ce qui en soi est une putain de performance. Adapté d'un roman de Philippe K. Dick, auteur que l'on ne présente plus tant il est célèbre de par le monde et adapté dans absolument tous les formats, le Scanner Darkly marque un point d'orgue dans le cinéma de science-fiction, le cinéma en général, et plus particulièrement des adaptations de bouquins sur grand écran, puisqu'il en est une excellente. Le film est sorti le 25 mai 2006 à l'occasion du Festival de Cannes, puis en septembre, dans les salles obscures. Dans un futur proche, les États-Unis ont perdu la guerre contre les narcotrafiquants. Depuis, de nouvelles drogues voient le jour et sont distribuées sur les marchés clandestins, ce qui implique que le gouvernement réponde. En effet, pour coincer les vendeurs, acheteurs et consommateurs de drogue, un genre de super brigade des stupes est créé avec pour mission invasive de surveiller la population H24, faisant passer la récente loi sur le renseignement français pour une vaste blague. Résultat, tout le monde est fiché, mis sur écoute, soumis à des contrôles d'identité réguliers, exactement comme dans le Gattaca de Andrew Niccol. Sauf que là ça se fait à distance, hein, toi-même tu sais. Bob Arctor est le personnage principal de cette histoire trouble. Une fois que l'on sera un peu plus loin dans le résumé du scénario, vous constaterez qu'il a un quotidien assez pesant, mais pas à cause du destin qui s'acharne ou du hasard tout simplement, mais plutôt à cause des choix qu'il a fait, des actions qu'il a perpétrées. Du coup, s'il est dans la merde, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Interprété par Keanu Reeves, il habite dans un pavillon de banlieue avec ses amis Lockman et Barris, respectivement campés par les talentueux Woody Harrelson et Robert Downey Jr. Tous les trois forment une bande de joyeux lurons psychotiques accros à ce qui s'appelle la substance D, une des drogues expérimentales dont j'ai parlé il y a peu. Par le passé, Arctor habitait déjà dans le pavillon mais avec sa femme et ses 2 gosses. Il les a ensuite quittés pour vivre avec Barris et Lockman, et après il a rencontré Donna. Non messieurs, Donna ce n'est pas la marque de sandwich mais bel et bien la copine de Bob et la fournisseuse officielle du clan Arctor. Pour des raisons qui m'échappent, elle refuse de se donner à lui, mais ça ce n'est qu'un détail. La chose importante à retenir étant qu'elle est jouée par Winona Ryder, que nous les mâles dominants avons pu apprécier dans Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet, ou encore Edward Scissorhands de Tim Burton. Elle est plutôt stylée, Winona Ryder. En plus, moi j'ai son numéro. Des fois, j'envoie des petits sextos. Contrairement à Bob, Barris et Luckman, celle-ci n'est pas accro à la substance D, ce qui fait qu'elle observe un petit peu tout ce beau monde de loin avec une certaine distanciation. Comprenez par là qu'elle ne sert à rien concrètement, du coup je ne vais pas vous parler d'elle plus longtemps. Oh mais comment t'es médisant envers sa personne. Oh, je vais lui dire, elle va être vénère quoi. Non mais en disant ça, je sous-entendais qu'elle ne prend pas part au plan de Barris, qui est en un sens le cerveau de la bande, usant de sa force de persuasion et aussi de son intelligence pour enrôler son entourage, que ce soit dans le trafic de drogue ou bien la sécurité du pavillon. Bon alors je ne dis pas, hein, cela lui arrive d'entrer en conflit avec Lockman parfois, qui parle finalement assez peu pendant 1h30, mais qui lui taille dans son dos une réputation de psychopathe dès qu'il en a l'occasion. En tout cas dans le répertoire de Robert Downey Jr., le personnage de Barris a légitimement sa place aux côtés de Tony Stark et Sherlock Holmes, deux curiosités ambulantes. C'est grossièrement résumé, mais en fait la brigade antidrogue s'intéresse beaucoup à Barris parce qu'elle le pense à la tête d'un des réseaux qui distribue la substance D à travers la Californie. Ah putain de bordel de merde, pas encore. Electroma, Californie. Rubber, Californie. Bellflower, Californie. Et là, Californie. Ah mais ça suffit au bout d'un moment. Change d'endroit. Tiens c'est vrai, je m'aperçois qu'à ce stade de la vidéo, je ne vous ai toujours pas parlé du métier de Bob. Et oui, vu qu'il prend l'intégralité du loyer du pavillon en charge, l'argent qu'il a à débourser doit bien venir de quelque part, vous serez d'accord avec moi. Eh bien, figurez-vous qu'il exerce la prestigieuse fonction, et attention, parce que c'est là que ça devient génial, d'agent de la brigade des stupes. Ce qui veut dire qu'il est chargé de se piéger lui-même sans se trahir, sous peine de se voir démasqué et renvoyé.
Et comme si ça ne suffisait pas, l'agent Hank, qui est son supérieur, l'installe dans un petit bureau équipé de la technologie de surveillance mise au point par le gouvernement pour s'espionner lui-même. Il découvre alors avec stupeur que son refuge est truffé de micros, de caméras, de micro-caméras. Là, le spectateur est perdu, ne sait plus si Bob est en train de trahir ses camarades ou bien s'il ne fait qu'obéir aux ordres, obligé de perpétrer une série d'actions qu'il n'a pas souhaité perpétrer. Et du coup, ses collègues de la brigade des stupes, là, ils le reconnaissent pas, ils ont pas la présence d'esprit de le reconnaître, le gars. Bah j'allais y venir justement. Ceci me plaît. Comme vous l'avez sans doute remarqué, Bob ainsi que tous les autres agents de la brigade des stupes portent ce qui s'appelle une combinaison de brouillage. En plus de chier la classe par paquet de 42, cette invention est très utile puisqu'elle permet de garder secrète l'identité de son porteur en projetant sur lui l'apparence d'individus random. Ainsi, face à possesseur d'une telle technologie, on ne sait jamais si l'on converse avec un homme, une femme, un jeune ou un vieux de la vieille, ce qui empêche tout risque de représailles dans un milieu aussi dangereux que celui de la pègre. Bah oui, cher cinéphile, le Scanner Darkly c'est quand même un film de science-fiction, hein, faudrait voir à pas l'oublier. Car c'est vrai qu'à part ça, tout ce qu'on a vu ensemble, le trafic de drogue, les hallucinations provoquées par celle-ci, la brigade des stupes qui met tout en œuvre afin d'arrêter les trafiquants, tout cela peut très bien s'inscrire dans un contexte réaliste. Et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens considèrent que le roman d'origine de Philippe K. Dick est plus un roman d'anticipation que de science-fiction. Et tu ne ferais pas mieux de lancer la conclusion pour des explications de ce genre? Oh Pigre, mais c'est vrai? Qu'attendons-nous pour lancer la conclusion? Bon, vu que je vous ai auparavant planté le contexte de sortie du film, son fond et ses origines livresques, laissez-moi entamer cette conclusion par une analyse de sa forme. Déjà, la première chose qui frappe au visionnage de Scanner Darkly, c'est son visuel singulier. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué, mais les formes qui apparaissent en son sein ainsi que leurs ombres et perspectives paraissent muables et mouvantes. Leurs textures aussi sont infiniment plus colorées, graphiques, voire irréelles, et cette imagerie est totalement volontaire de la part du réalisateur. Elle référence tantôt la BD, par moments le cel shading, du coup ce me semble parfaitement justifié de la présenter avant toute chose, son nom, la rotoscopie. Qui l'a créée? À quand remonte sa première utilisation? Pourquoi Linklater s'en est-il servi dans son film? Voyons tout ça. Brevetée en 1917 par les réalisateurs et producteurs américains Dave et Max Fleischer, la rotoscopie est un procédé qui consiste à relever image par image la forme et les actions d'une figure filmée avec une caméra pour les retranscrire ensuite en animation. Grâce à elle, on peut vraiment trafiquer l'image à loisir, comme ici rajouter des yeux supplémentaires à un personnage, ou alors jouer avec la couleur et les ombres tout en gardant le réalisme de la prise de vue réelle. Vous avez certainement vu cette technique utilisée dans le long métrage d'animation Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, parce que oui, il existe un long métrage d'animation Le Seigneur des Anneaux, tout comme il y en a un Le Hobbit, mais inutile de me demander si chacun d'eux est bien, car je l'ignore totalement. Néanmoins, et c'est je pense plus important, je saurais aisément vous expliquer pourquoi Scanner Darkly joue de la rotoscopie. Tu t'améliores sur les transitions, c'est bien. Voyez-vous, lorsqu'on se prétend réalisateur, il est de bon ton d'avoir intégré ce qu'est la symbiose entre le scénario et la mise en scène, soit l'art de mettre en son et en image un scénario justement. Ces deux éléments doivent se servir l'un l'autre avec subtilité et cohérence pour véhiculer au mieux des idéaux et ou des intentions. Et ici, il est clairement admis que la rotoscopie donne une représentation concrète à la distorsion de la réalité. À nos chers junkies, celle-ci n'apparaît pas comme elle le devrait, effectivement, la substance D provoquant des hallucinations, et ça d'ailleurs la scène d'exposition le prouve admirablement bien, puisque le personnage de Charles Freck est persuadé que son appartement est infesté de vermine alors qu'il n'en est rien. C'est pour ça, dès le début, on sait qu'il va être question d'apparence trompeuse et de réalité biaisée, dès le début on sait que mensonges et conspirations seront au cœur de l'intrigue, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le scénario de la trilogie Matrix de Lana et Andy Wachowski, où l'on révèle au héros, également interprété par Keanu Reeves, que sa vie n'est qu'un mensonge, un leurre, une simulation. Même installée dans ce putain de bon fauteuil, elle est autour de toi. Partout où tu peux poser les yeux. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Léonard. Connerie. Si je parle de la trilogie Matrix dans cette critique de Scanner Darkly, c'est parce que les deux œuvres ont pour point commun de traiter la perception de la réalité. Évidemment, beaucoup d'autres films traitent cette thématique, comme Tron, Lost Highway ou Abrellos pour ne citer que, mais là où le héros de Matrix entame une quête spirituelle pour en finir transcender, espoir de tout un peuple qui n'a jamais cessé de croire en lui, Bob, quant à lui, entame plutôt une bonne vieille descente aux enfers des familles, les effets de la substance D portant préjudice à son intégrité mentale. Il prend conscience que ses deux hémisphères cérébraux sont en perpétuel conflit, il ne sait plus qui il est, oublie jusqu'à sa propre identité, ses origines, et le scanner qui étudie scrupuleusement sa vie ne voit plus en lui que du terrorisme et non de l'humanité, ce qui nous ferait nous demander, voit-il clairement ou obscurément la race qu'il a créée?
Le scanner Darkly est chargé d'un symbolisme poussé qu'il n'est pas aisé de saisir au premier abord, alors vous devrez vous y reprendre à 2 fois pour y parvenir. Vous voyez, la science-fiction c'est pas un genre de geek attardé, loin de là. C'est un genre extrêmement riche et intelligent pour peu qu'on y mette des trucs bien et grâce auquel on peut comprendre plein de choses, aborder plein de sujets, plein de thématiques. C'est extrêmement intéressant la science-fiction. Moi-même, à travers mes courts-métrages de science-fiction, j'ai essayé de lui apporter un peu de frais à ce genre. Et aussi ma propre sensibilité. Et croyez bien que c'est ce que font beaucoup de vrais cinéastes. Ah, parce que tu as la décence d'admettre enfin que tu n'es pas un vrai cinéaste. Bah non, mais... Ce que je fais, c'est de la fiction à petit budget dans mon garage, je bricole, tu vois. Je fais des vidéos, pas du cinéma. Voilà, c'est pas du cinéma. Mais peut-être que ça en deviendra un jour. Ah, grâce à vous. Bref, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous souhaite bonne continuation. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de No Running Corridors. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Corde à piano. Connerie.